Après un moment de suspense, les élus reprennent ce lundi le chemin de l'hémicycle. Il s'agit des premières plénières pour cette session de mars, essentiellement législative. Le quota insuffisant accordé aux femmes serait la cause du retard de la publication du gouvernement. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'UDPS ce dimanche au cours d'une matinée politique. Déjà éliminés de la course à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards vont jouer pour l'honneur face aux Gambiens ce lundi. Peu de temps avant, le capitaine de la sélection, Marcel Tisserand, a mis sur le dos de la fédération son manque de résultats. Mesdames et messieurs, bonjour. Félix Tshisekedi devient le premier chef d'État congolais de l'histoire à se rendre au Qatar. Depuis ce week-end, le président de la République est à la tête d'une forte délégation congolaise à Doha. Il s'agit d'un déplacement qui s'inscrit surtout dans le cadre de la coopération dans le domaine de l'aviation. C'est le dimanche dans la soirée que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à Doha au Qatar pour une visite de travail des 48 heures. Invité par l'émir du Qatar, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international de Doha par le ministre qatari des Affaires étrangères en présence de plusieurs personnalités. Le séjour éclair du chef de l'État prévoit une rencontre au sommet ce lundi avec l'émir tchèque Tamim Ben Hamad. Les deux personnalités vont avoir également une séance de travail aux côtés des experts de deux pays. En prélude de cette rencontre, des réunions ministérielles ont eu lieu dimanche entre les ministres des Affaires étrangères de deux pays, accompagnés de leurs experts respectifs. L'agenda du chef de l'État congolais prévoit également une rencontre avec le patronat qatari pour échanger justement sur les perspectives d'échanges économiques entre les deux pays. Une visite au travail officiel au fonds diplomatique et économique très important pour les deux États. Outre la diplomatie, l'économie est le fer de lance de ce rendez-vous au sommet de l'État. Après plusieurs mois de discussions entre les experts de deux pays sur demande du Qatar, un cadre général de coopération économique finalisé est prêt à être officialisé. Reprise des plénières à l'Assemblée nationale et au Sénat ce lundi au cours de cette session législative et de plusieurs enjeux politiques. La semaine dernière encore, la problématique des groupes parlementaires divisait fortement les différentes parties, à savoir majorité Union Sacrée et opposition FCC. Lors de son discours d'ouverture aujourd'hui, le président du nouveau bureau de l'Assemblée nationale a appelé à la cessation immédiate du financement des groupes rebelles dans l'est du pays. Christophe Mbosso-Kodia, qui, selon certaines sources, serait d'ailleurs visé par une pétition en gestation. Les deux chambres du Parlement ont convoqué les députés et sénateurs ce lundi pour une plénière devant adopter le projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2021. L'avant-projet a été adopté par la conférence des présidents. Ouverte depuis le 15 mars dernier, la session de mars connaîtra la première plénière 14 jours après. Dans leur discours d'ouverture, les deux présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont annoncé des réformes institutionnelles que le Parlement et le gouvernement devraient initier pour booster le développement de la République démocratique du Congo et entrevoir le processus électoral à venir, précisément en 2023. Ces réformes concernent entre autres le processus électoral, la transparence, la gouvernance des provinces, la nationalité, le climat des affaires, la sécurité judiciaire et la programmation des investissements dans les secteurs clés, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le projet de ce calendrier adopté par la conférence des présidents sera soumis au débat à la plénière. Et la plénière devra donner son aval pour la continuité de la session de mars. Au moment où l'Union sacrée, l'actuelle formule de gouvernance, est de plus en plus en train de perdre du crédit dans l'opinion générale, à cause notamment du retard que connaît la publication du gouvernement, alors que le pays est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti à la tête du pays, a confié à ses militants que ce qui retarde la machine à ce jour, c'est le quota insuffisant, voire inexistant accordé aux femmes, je cite. Voilà pourquoi le président de la République refuse de signer l'ordonnance, a-t-il confié à une foule indignée. Ce n'est certes pas la première justification, mais bien la dernière en date. Ce n'est ni les FCC, encore moins
Moïse Katumbi Chapwe qui bloquerait la sortie du gouvernement Samalou Condé. À en croire, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, devant les militants, il a évoqué différentes raisons qui bloquent la sortie du gouvernement Samalou Condé, parmi lesquelles la non-représentativité de la femme. Malgré l'union sacrée et en dépit des lois et des engagements pris par la République démocratique du Congo, les femmes restent très minoritaires au poste à responsabilité. La décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas signer l'ordonnance nommant le gouvernement Samalou Condé au motif qu'il y a une faible représentativité des femmes, pourrait-elle garantir une meilleure représentation des femmes dans le nouveau paysage congolais? La question reste posée. Tenez, en République démocratique du Congo comme ailleurs dans le monde, les femmes représentent environ 52% de la population. Pourtant, au niveau institutionnel, elles sont extrêmement minoritaires. L'Assemblée nationale congolaise ne compte qu'environ 12% d'élus femmes et les assemblées provinciales entre 10 et 12%. Et dans son rapport de janvier 2020, l'Union interparlementaire, une organisation mondiale des parlements nationaux, classe la République démocratique du Congo à la 104e place sur 182 pays avec 17% des femmes au gouvernement et à la 150e place sur 189 avec 12% à l'Assemblée nationale et 20% au Sénat. Des ministères clés comme les affaires étrangères, le plan, le travail, l'économie ou le vice-ministère des mines avaient été confiés à des femmes dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et puis, pendant plusieurs mois, c'était une femme, Janine Mabunda, qui a présidé l'Assemblée nationale. La sous-représentation féminine en politique en RDC n'est pas moins un problème structurel. Il faut espérer que le prochain gouvernement maintienne cette dynamique en ayant des portefeuilles stratégiques dirigés par des femmes, mais aussi qu'il évolue dans le sens des prescriptions de la Constitution et des engagements régionaux et internationaux de la République démocratique du Congo pour atteindre la parité. Avec la loi sur la parité de 2015, la révision de la loi électorale en 2017 et l'article 14 de la Constitution congolaise, les contraintes légales sont importantes pour garantir l'égalité des traitements entre les hommes et les femmes, mais d'autres éléments entrent en compte. Dans le contexte actuel où le simple fait d'évoquer la question électorale crée panique et polémique, est-il possible d'avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées dans le délai? C'est à cette préoccupation que l'Église du Christ au Congo, ECC, tente de répondre à son tour en proposant quelques préalables dans un programme Horizon 2023 dénommé CAP 2023, rendu public au cours d'une conférence tenue par le représentant légal de cette confession religieuse, André Bokundoa. Les deux options raisonnables sur l'ordre des priorités des réformes substantielles de notre système électoral. A priori, statuer sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI avant de poursuivre avec les autres réformes sur la loi électorale. Mettre en place la nouvelle équipe dirigeante de la CENI avant la fin de la session parlementaire de mars-juin pour éviter de subir la contrainte de dépassement des délais constitutionnels. Obtenir la publication du calendrier électoral par la nouvelle équipe de la CENI dans un plus bref délai, ce qui permettra à chaque partie prenante de prendre ses responsabilités. Obtenir du gouvernement un plan de budgétisation et de financement du processus électoral de 2023. Les deux options est commencer la procédure d'identification des électeurs pour dissiper les malentendus autour du paradoxe recensement administratif et recensement électoral. Du côté de l'enseignement supérieur, l'inauguration de la toute première académie congolaise de sciences continue de susciter des réactions. Cette réalisation ne laisse pas indifférent la crème intellectuelle du pays qui s'est exprimé au micro de Jonathan Tsobo. Ce qui vient d'être fait aujourd'hui rencontre pratiquement la quintessence même de la science. Lorsqu'il y a la science à gauche, en tout cas une structure telle que l'académie doit être élevée. Ça va toujours de pair. Donc, je pense
chose qui va rencontrer l'assentiment officiel, politique, l'assentiment des étudiants, le monde scientifique. C'est vraiment un parlement du savoir. Vraiment, c'est une grande joie. C'est une première dans notre pays de constater que les autorités du pays ont pris conscience d'associer les scientifiques dans la gestion courante la gestion des affaires courantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous venons d'assister quand même à l'installation de l'Académie congolaise des sciences avec le professeur émérite, entre autres présidé par le professeur Niémé. En tout cas, c'est un grand plaisir, c'est une grande satisfaction pour nous et nous devons vraiment fournir un effort avec les recommandations. On essaie un peu de former vraiment les élites congolaises pour accompagner la politique ou les politiques dans les cadres de l'accomplissement de leur mission. Depuis samedi, il a été lancé les travaux de construction du bâtiment du tribunal de paix de Chikapa. Ils sont financés par la mission des Nations Unies au Congo et visent l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire et la lutte contre l'impunité. Il s'agit d'un reportage de notre correspondant dans la région, Théo Kaloubi Moujanaï. Longtemps sous-logé, le tribunal de paix de Chikapa aura bientôt son propre bâtiment. Il s'agit d'une bâtisse de 20 mètres sur 12, financée à la hauteur de $54 000 par la MONUSCO et dont les travaux de construction sont exécutés par l'ONG Action commune pour le développement, ACED en sigle. La première pierre de construction de ce bâtiment a eu lieu samedi 27 mars dans les décombres de l'ancien bâtiment parti en fumée il y a plus de 12 ans. À en croire Saïd Dichibangu Kambongu de l'ONG ACED, ce nouveau bâtiment du tribunal de paix de Chikapa permettra de contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire et autres acteurs pour un meilleur fonctionnement de la justice et lutte contre l'impunité. L'objectif global de ce projet, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire et autres acteurs pour un meilleur fonctionnement de la justice et une lutte effective contre l'impunité. Les objectifs spécifiques: reconstruire les bâtiments logeant le tribunal de paix, offrir un meilleur cadre de travail au personnel judiciaire, mettre à disposition du personnel les locaux adaptés à une meilleure conservation des archives et des objets saisis, favoriser l'accès à la justice, contribuer à une bonne administration de la justice, contribuer à une restauration d'un état de droit, favoriser les recul de la justice privée au profit des mécanismes institutionnels de résolution des conflits. Depuis l'incendie mystérieux qui s'était déclaré dans ces bâtiments sur l'artère Lumumba, le tribunal de paix de Chikapa a siégé plus d'une décennie dans les locaux du tribunal de grande instance, ce qui mettait en mal la conservation des archives judiciaires et autres objets saisis. Dans le Nord Kivu, la société civile s'oppose à la position du député provincial élu de Butembo au sujet de la désobéissance fiscale jusqu'au rétablissement de la paix, comme il l'a conseillé à la population. Il s'agit d'une démarche contradictoire à leur avis, car c'est le paiement de ces taxes qui permettent de lutter efficacement contre l'insécurité dans cette région. La société civile Forces vives du Nord Kivu invite certains députés provinciaux et autres notables du Nord Kivu à s'abstenir de lancer de messages appelant la population à la désobéissance fiscale, car la réussite de la guerre à laquelle fait face toute la République au niveau de la province du Nord Kivu nécessite le moyen logistique et financier qui proviendront des contribuables. Au regard de la dangerosité que présentent les propos tenus par l'honorable Promesse Matofali, la société civile Forces Vives recommande à l'honorable Promesse Matofali de changer le fusil d'épaule en optant pour une approche plus unificatrice et constructrice de la confiance entre la population et ses dirigeants pour plus d'efficacité dans la guerre contre les groupes armés. Au gouvernement de la République de rétrocéder régulièrement à la province du Nord Kivu sa part dans les recettes mobilisées en attendant l'opérationnalisation de la retenue à la source de 40% des recettes.
à toute la population de la province du Nord Kivu, et en particulier celle de la partie nord, de continuer avec l'élan déjà engagé dans la maximisation des recettes de l'État, afin de doter à ces derniers de moyens pour endiguer l'insécurité qui administre un coup dur à l'économie de la province. Un mot de culture avant de poursuivre. Les obsèques de l'artiste musicien Joski Kiambukuta seront organisées le samedi 3 avril prochain, affirmation de sa famille biologique ce week-end. Figure emblématique de l'orchestre tout-puissant Hockey Jazz, Joe Sex, comme il se faisait appeler, est décédé le 7 mars dernier de suite d'une longue maladie. Cela fait 6 jours que ce porte-conteneur s'est échoué dans la largeur du canal de Suez et obstrue le passage des autres navires. Aujourd'hui lundi, ses propriétaires ont annoncé que la grande embarcation de 220 000 tonnes a commencé à bouger suite à l'intervention des remorqueurs. S'il bouge, le porte-conteneur n'est cependant pas encore à flot. L'incident est survenu dans la nuit de mardi à mercredi et a entraîné des embouteillages massifs de navires et d'importants retards de livraison de pétrole et autres produits commerciaux. La nouvelle a fait bondir les cours du pétrole mercredi. Des dizaines de navires attendent aux deux extrémités du canal et dans la zone d'attente située au milieu du canal, selon cette vue satellitaire. C'est la première fois qu'un tel incident se produit dans le canal de Suez. L'Ever Given, un navire de plus de 220 000 tonnes qui se rendait à Rotterdam en provenance d'Asie, s'est échoué dans la nuit de mardi, peu après son entrée dans le canal, non loin de la ville de Suez. C'est grâce à l'effort de 10 remorqueurs poussant et tractant à la proue et à la poupe que le porte-conteneur géant a pu progressivement bouger et se désencastrer de la berge où il s'était enfoncé. Le site de suivi Vessel Finder a modifié ce lundi 29 mars le statut du porte-conteneur. Désormais en route, l'arrière du navire s'est éloigné de la rive ouest du canal selon le site. Des experts citent des vents violents comme une des causes de l'incident sur ce navire de 60 mètres de haut. La SCA évoque également la visibilité diminuée en raison d'un vent de sable courant en Égypte à cette époque de l'année. Le canal des Suez, long de 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts. En sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les Léopards de la RDC vont recevoir les Scorpions de la Gambie ce soir au Stade de Martyrs en match comptant pour la 6e et dernière journée. On en parlera également de la Vodacom Ligue 1 avec les résultats des matchs joués le week-end, puis la page internationale dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Avant de lui donner la parole, je tiens à vous informer que les Congolais amoureux de football n'ont pas pu suivre le match de l'équipe nationale face au Gabon dernièrement. Ce sera peut-être la même chose encore ce soir face à la Gambie. Que se passe-t-il? Pourquoi la retransmission de ces matchs est encore incertaine? On aura le bout du mot avec François Kabulo-Mwana Kabulo qui sera reçu ce soir en exclusivité dans JMK Today à 19h30 en direct ici sur Télé 50. Ne veuillez pas manquer ce programme. Christian, je reviens à toi. Nous parlerons certainement de cela aussi. Mais la RDC clôture sa campagne africaine ce lundi. Bien évidemment, Christopher Ochokoum, il faudra dire que ça sera face aux Scorpions de la Gambie que les Fauves congolais vont bien évidemment boucler leur campagne africaine, mais ça sera un match sans enjeu puisque le sort des Fauves congolais a été scellé depuis le jeudi dernier après la défaite face aux Panthères du Gabon. Victoire ou pas victoire, la RDC n'ira nulle part. Christian Tsingibiyembe pense tout de même que ces poulains vont jouer cette rencontre avec beaucoup de concentration pour essayer tout justement de laver l'affront. Il l'a dit hier en conférence de presse d'avant-match, on l'écoutait. On va aborder le match tout comme on tenait à l'aborder si on avait fait un match nul ou bien si on avait gagné. Donc avec l'envie de gagner. Parce que dans tout ça, il y a une continuité. Il y a une continuité, l'équipe a une continuité et on va aller dans la continuité. Je pense que dans la vie, il faut savoir accepter parfois de pouvoir passer ces épreuves pour pouvoir grandir. Nous sommes dans une étape où on doit évoluer de manière professionnelle et à l'avenir, ça se fera comme ça.
point de vue footballistique, vous avez eu aussi, au niveau du football comme la France. La France, souvenez-vous, je pense que c'est en 94, je crois qu'ils ont été éliminés par la Bulgarie chez elle. Ils se sont assis, ils ont remis les choses en place. C'est vrai que c'est frustrant, mais je vais dire une phrase qui va résumer le tout. Il faut que le peuple congolais puisse accepter ça aussi. C'est un mal pour un bien. Je pense que c'est un mal pour un bien. Par moi, il faut parfois accepter ça pour peut-être comprendre certaines situations et y remédier. Il faut passer par le sacrifice. On ne peut pas tout le temps avoir des bonnes choses. Des propos que beaucoup de Congolais ont du mal à digérer jusque-là. Bien évidemment, on a du mal à digérer ces propos puisqu'on ne peut pas comprendre que dans une CAN à 24 sélections, la RDC, qui est sur un bon chemin depuis maintenant 10 ans, puisse manquer à ce grand rendez-vous continental. Il n'y a pas que la RDC qui manquera ce grand rendez-vous continental. C'est également le cas pour l'Afrique du Sud qui a été mis hors course par le Soudan. Bien évidemment, le Soudan a battu hier le Bafana d'Afrique du Sud sur le score de 2-0, une victoire qui a permis au Soudan de pouvoir valider son ticket pour la phase finale de cette 33e édition de la CAN. Alors on va voir justement sur ces tableaux, au total 18 pays sont déjà qualifiés pour cette grand-messe de football continental. Ce lundi, on connaîtra justement le 19e qualifié. Ça sera bien sûr dans le match qui opposera le Malawi au crâne de l'Ouganda. On va parler d'autre chose maintenant. Au niveau local, Vodacom Ligue 1, Maniema Union s'est imposé face à Don Bosco hier. Oui, le marathon de la 26e édition du championnat national s'est poursuivi le week-end. Alors très vite, on va voir le club de Kindu s'est imposé sur le score étriqué d'1-0 face aux Salésiens de Don Bosco. Le Bumbashi Sport a courbé les chines face à Simba sur la note d'1-2. Le Racing Club de Kinshasa, il faut corriger très vite avec nous, ce n'est pas les Zimbabwe. Le Racing Club de Kinshasa a été battu plutôt par le Daring Club Motema Pembe, alors que la jeunesse sportive de Kinshasa avait contraint le FC Santelol Lupopo au nul. Un nul d'1 partout. Vous avez également, comme la coutume le veut, fait une petite sélection de rencontres de ce week-end pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 cette fois. Oui, Christopher Ochokoum, c'était la place pour le match de la deuxième journée de ces éliminatoires. Hier, l'Allemagne s'est imposée face à la Roumanie sur le score d'1-0. Alors on va très vite voir ces images. Le samedi dans le groupe A, le Portugal et la Serbie s'étaient neutralisés sur le score de 2 partout, alors que Cristiano Ronaldo avait inscrit le 3e but. Malheureusement, ce but a été refusé par l'arbitre central, ce qui a poussé le joueur de la Juventus de Turin de pouvoir de faire éclater justement sa colère et jeter son brassard. Il a fini par quitter le terrain. Alors on va très vite voir cette image. Cristiano Ronaldo qui s'est ressaisi après pour dire que l'aventure continue et il faudra améliorer lors de prochaines journées. Cristiano Ronaldo sur ses nerfs. Christian, merci pour ces très belles images et ces très beaux résumés. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Comme vous l'avez dit, Christopher Ochokoum. Quant à moi, je clôture ce journal en rappelant les principaux titres. Après un moment de suspense, les élus reprennent ce lundi le chemin de l'hémicycle. Il s'agit des premières plénières pour cette session de mars, essentiellement législative. Le quota insuffisant accordé aux femmes serait la cause du retard de la publication du gouvernement. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'UDPS ce dimanche au cours d'une matinée politique. Déjà éliminés de la course à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards vont jouer pour l'honneur face aux Gambiens ce lundi. Peu de temps avant, le capitaine de la sélection Marcel Tisserand a mis sur le dos de la fédération congolaise ce manque de résultats. Ne nous quittez pas, la revue de presse est tout de suite. Et ce sera avec Beden Kenge qui me retrouve après un long temps quand même d'absence personnellement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci. À la une de votre revue de presse, le retard dans la mise en place du nouveau gouvernement.
Oui, Christopher, plus d'un mois après la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge au poste de Premier ministre par le chef de l'État Félix Tshisekedi, la fumée blanche annonciatrice de la sortie de son gouvernement tarde à sortir de l'avenue Roi-Baudouin, siège de la primature. Et différentes raisons sont alors évoquées pour justifier le retard, voire le blocage de la formation du cabinet Sama Lukonde. D'après le secrétaire général de l'UDP cité par Mediacongo.net, la non-représentativité de la junte féminine bloque la sortie de l'équipe Sama. Après le blocage observé, Christopher, dans la répartition des postes ministériels parmi les différents regroupements politiques qui forment l'Union sacrée, les chefs de ces regroupements politiques sont donc appelés à harmoniser leur liste de ministrables en respectant justement la parité homme-femme, souligne ce site. Le temps de l'autorité morale est révolu, vive les autorités morales, mais la population congolaise remarque que ce sont les mêmes pratiques dénoncées par plusieurs politiciens qui continuent son bon nombre de chemins à l'ère de l'union sacrée de la nation. Illustration avec toutes ces manœuvres autour de la publication du gouvernement Sama, révèle Forum des As de son côté dans sa tribune titrée « C'est roitelets autorité morale ». Pour ce quotidien, de nouveaux hommes forts qui, tels des roitelets, tiennent chacun à s'assurer de leur part de marché. Bonjour la guerre des écuries, cette guérilla d'intérêts divergents sont la même odeur que celle d'avant. Période où les deux autorités morales, donc Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, et leurs lieutenants respectifs négociaient un à un les portefeuilles ministériels, chasser les naturels. Il revient au galop, conclut ce journal. Autre sujet, en dehors de nos frontières cette fois-ci, des violentes répressions en Birmanie. Des voix s'élèvent pour condamner ces actes inacceptables. Et tout à fait, l'Union européenne a, à travers son chef de la diplomatie, dénoncé la répression menée depuis le coup d'État en Birmanie après une manifestation où plus de 100 personnes ont été tuées depuis les débuts de la contestation, rapporte France24.com. Christopher, Libération.fr, de son côté, rappelle qu'une mobilisation plutôt à l'occasion d'un défilé militaire dont la capitale a fini dans le sang. Hormis l'Union européenne, le Royaume-Uni aussi condamne le meurtre commis par l'armée. L'ambassade américaine en Birmanie parle de meurtre de civils non armés. On va terminer avec la mort de George Floyd. Le procès du policier Derek Chauvin entre dans le dur ce lundi. Oui, Christopher, c'est un titre développé par 7sur7.be dont nous recourons généralement pour des insolites. Mais aujourd'hui, nous exploitons un sujet en rapport avec ce procès du policier Derek Chauvin, accusé d'avoir tué George Floyd, qui entre dans les durs aujourd'hui à Minneapolis sous haute tension, près d'un an après la mort de cet Afro-Américain qui a entraîné une vague historique de colère contre le racisme aux États-Unis et dans le monde. Merci beaucoup Beden Kenge pour tous ces titres. On se retrouve très prochainement, déjà pour vous, ce soir, dans la grande édition du journal de 19h. Pas du tout. Pour ce soir, vous allez retrouver Arlette Boutella et moi, retrouvez-moi le jeudi à 19h. Merci pour la correction et j'espère que le public vous attendra. Merci beaucoup. À tous et à toutes et également merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.